Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. L'actualité est marquée ce soir au Gabon par Ali Bongo Ondimba qui a procédé à une visite de terrain dans la commune d'Akanda au nord de Libreville, touchée par les inondations. Les administrations concernées sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux sinistrés. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution qui révise l'organisation du pouvoir et met fin à la question de l'ivoirité. De la boxe dans ce journal avec le retour de Philippin Manny Pacquiao qui s'est présenté vendredi comme l'outsider de son premier combat depuis 7 mois, samedi à Las Vegas au Nevada face à l'Américain Jesse Vargas, champion WBO des Walters. Voilà pour le sommaire. Le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, est allé rencontrer les sinistrés de la commune d'Akanda au nord de Libreville. Cette visite intervient 3 jours après que les violentes pluies ont inondé cette zone justement. Les détails dans ce reportage de Gaël Mapessi. Après les pluies torrentielles qui se sont abattues à Libreville et ses environs il y a 3 jours, le chef de l'État gabonais est allé constater les dégâts et apporter son soutien aux populations de la commune d'Akanda dans le nord de la capitale. Sous une pluie battante, Ali Bongo Ondimba a échangé avec les Akandais. Nous félicitons la Croix-Rouge gabonaise qui apporte de l'assistance aux personnes qui sont dans le désarroi. La Croix-Rouge gabonaise, avec les efforts du gouvernement, c'est à peu près 1000 personnes pour l'instant que nous avons dû déloger et pour lesquelles nous apportons assistance. Face aux dégâts matériels importants causés par ces averses, le chef de l'exécutif gabonais a pris des mesures urgentes pour accompagner les sinistrés d'Angondjé. Avec un peu de discipline des uns et des autres, nous allons éviter ce genre de problème. Le gouvernement a les instructions pour cela, pour apporter de l'aide, mais surtout pour vérifier que dans le futur, les constructions puissent être faites comme elles doivent être faites en respectant un petit peu nos lois et que tout le monde puisse absolument respecter cela. Ce sera pour nous tous un gros soulagement. Car ces problèmes-là, rappelez-vous, ils sont récurrents. D'année en année, ça revient. D'année en année, ça revient. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Cette fois-ci, il faut que les autorités responsables, eh bien, elles prennent les bonnes décisions. Et je ne veux plus voir nos compatriotes souffrir de cette manière-là. Toute chose qui pourrait apporter tant soit peu des solutions au phénomène de canalisation et des inondations pluviales. En marge de sa visite des sinistrés, Ali Bongo Ondimba a procédé ce matin à la visite de la maison d'Alice dédiée aux malades du cancer. Jamila Bengman pour le point. Attentif aux explications sur les objectifs à atteindre pour une meilleure lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein, Ali Bongo Ondimba et son épouse ont pris connaissance de la feuille de route de l'Institut de cancérologie de Libreville situé à Akanda dans le nord de la capitale gabonaise. Cette structure sanitaire vise l'amélioration de la qualité de la prise en charge des malades atteints du cancer. Il faut d'abord rappeler que le président de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et Madame la Première Dame se sont assignés de s'investir dans la lutte contre le cancer en faisant du cancer une cause nationale, reposant sur un plan national de lutte contre le cancer. Et de ce fait, ils nous ont instruits de réaménager l'Institut de cancérologie et de voir justement les partenariats au-delà du Gabon, aussi bien avec la Fondation La Bongo Ondimba, mais des partenariats avec l'hôpital américain par exemple, avec l'Institut de cancérologie de Paris, avec la faculté de médecine de Fès, pour justement avoir des échanges de compétences, mais aussi des échanges d'expériences et aussi la formation. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille appuie l'Institut de cancérologie de Libreville sur le plan de la formation du personnel dont certains Gabonais ont bénéficié de formations continues au Maroc grâce au partenariat avec la Fondation Laya Salma Prévention et Traitement des cancers. La maison d'Alice est un projet phare de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour accueillir les malades du cancer venus des zones reculées de la capitale ou du pays et qui ne disposent pas d'options d'hébergement à proximité ou de moyens de transport fiables pour suivre leur traitement continu. Revenons sur les inondations de la commune d'Akanda. Pour complément d'information, nous avons en ligne justement le docteur Guy Patrick Obian. Docteur, bonsoir. Vous êtes le président de la Croix-Rouge gabonaise. Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'il en est? Il y a eu
de manière globale environ plus de 1000 personnes qui ont été sinistrées. Et ces populations ont été transportées pour certains au stade Ngondje, qui a été réquisitionné par la mairie d'Akanda. Nous n'avons pas enregistré d'aucun cas de décès. Donc, pour l'instant, les populations sont toujours au camp d'Akanda, le camp des sinistrés qui a été mis pour cette catastrophe. Et petit à petit, les populations sont en train de regagner leur domicile. Quel rôle la Croix-Rouge a joué durant cette triste journée d'inondation? Dans les circonstances, ce que la Croix-Rouge fait, c'est de reloger les populations en attendant que les eaux puissent se vider de leurs maisons. Donc nous les avons logés au niveau d'Agondje en leur apportant, avec la contribution de la mairie d'Akanda, mais également le ministère de l'Intérieur, des commodités pour leur permettre de pouvoir se nourrir et également évaluer également les dégâts qui ont été causés par ces inondations. Donc une évaluation se fait. Mardi, il y a une cellule de crise qui sera mise au niveau de la mairie d'Akanda, au niveau du 2e arrondissement de la mairie d'Akanda, pour que tous les sinistrés puissent faire des déclarations par rapport aux pertes enregistrées. Nous notons qu'il y a eu de nombreux dégâts matériels, mais comme je vous le dis, pas eu des dégâts comme certaines personnes le prétendent. Peut-être un conseil à l'endroit des populations en terminant? Écoutez, je pense que le problème, c'est en 2014, nous avons eu une intervention au niveau de cette zone liée à l'activisme des populations. C'est de respecter tout ce qui est réglementation en matière de construction et également de faire en sorte que, en pareil d'inondation, on puisse avoir des attitudes beaucoup plus responsables. Merci, Dr Patrick Obiang-Dong. Je rappelle que vous êtes le président de la Croix-Rouge du Gabon. La journée citoyenne instituée par les plus hautes autorités est effective chaque premier samedi du mois. Le ministre d'État en charge de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts n'a pas dérogé à la règle. Alain-Claude Bilibidze, accompagné de son ministre délégué, ont retroussé leurs manches en procédant ce samedi au nettoyage et ravalement des façades de leur environnement professionnel, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Et puis, cette interrogation sur la prolifération des établissements primaires et secondaires dans la capitale gabonaise. Et pour savoir si l'enseignement dans les établissements privés est de qualité comme dans les établissements à caractère public, notre équipe de reporters s'est rendue vendredi au ministère de l'Éducation nationale. Pour en savoir plus, bienvenue Nelken. La Direction générale des services du ministère de l'Éducation nationale a pour rôle de superviser les services d'inspection aussi bien pédagogiques qu'administratifs. À Libreville, la capitale gabonaise, on constate une prolifération des établissements privés. Mais l'enseignement dispensé est-il de qualité comme dans les établissements à utilité publique? Au même titre que la mission se déroule au niveau de l'enseignement public, la même mission se déroule également au niveau de l'enseignement privé. Les établissements privés sont donc soumis aux mêmes règles, aux mêmes contrôle de conformité que le sont les établissements publics. Quant au service public d'éducation mené par le gouvernement de la République gabonaise, il remplit de nombreuses missions. Nous devons nous assurer de la qualité des enseignements qui y sont donnés et c'est ce que nous faisons. Nous avons des missions qui intègrent non seulement les établissements publics mais également les établissements privés. Et pour encadrer ces missions, nous avons un certain nombre de textes réglementaires qui indiquent les normes à respecter, tant sur le plan administratif que sur le plan pédagogique. Selon l'inspecteur général des services du dit ministère, la réglementation indique que les établissements privés qui ne respecteront pas les normes sont frappés de sanctions et courent le risque de se voir refuser leur réouverture.
La communauté guinéenne du Gabon commémore ce jour la mort du légendaire Almami Samori Touré, tombé à Guélémou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900. À Njolé, dans le centre du Gabon. Il résista à la pénétration et à la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Nos reporters ont surpris ce matin les Guinéens qui quittaient Libreville pour Njolé. Jamila Bengban. Les Guinéens du Gabon se sont regroupés ce samedi 5 novembre 2016 devant leur ambassade du boulevard Triomphal à Libreville en partance pour Njolé dans le département de la Banga-Bigné au centre du Gabon, dans le cadre de la semaine de citoyenneté pour la paix. Le site de Njolé est choisi pour au moins immortaliser l'illustre disparu, Almami Samori Touré, qui a été décédé là-bas. Après toutes ces conquêtes coloniales, c'est là-bas qu'il a été inhumé. Après son arrestation, c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. Et aussitôt, le Gabon a déjà nommé l'île Samori Touré. Et aussitôt, pour montrer encore aux Guinéens qui sont là, que nous aussi nous pensons à notre illustre disparu, il faut aller sur Njolé, sur ce site. La colonie guinéenne du Gabon accorde du prix à la première édition de la Semaine nationale des citoyennetés et de la paix, d'où ce devoir de mémoire dressé par une des responsables de la dite communauté. Nous allons visiter encore aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Samori Touré fut sans doute l'adversaire le plus redoutable que les Occidentaux eurent à affronter en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il apparaît dans l'historiographie nationaliste postcoloniale en figure de héros. Au nombre des mesures gouvernementales, notre rédaction s'est penchée sur celles visant à interdire de fumer en lieu public et autres espaces ouverts au public. Dans les snack-bars, la mesure semble avoir eu un écho favorable, comme nous le rapporte Andy Tungi. Sur ce tableau électronique dans un snack-bar à Libreville, no smoking. Ici, la mesure gouvernementale fixant l'interdiction de fumer en lieu public est effective. Depuis que le gouvernement a décidé qu'on arrête de fumer, nous on n'a plus ça en compte. Donc ici au centre-point on ne fume plus. Soit nuit et jour, il n'y a plus la cigarette ici. La fumée du tabac a un effet nuisible sur la santé du corps. Pour ce videur de boîte de nuit, force revient au respect des orientations gouvernementales. On a mis certaines personnes pour surveiller ce genre de personnes en fait. Donc c'est-à-dire la fumée ne se cache pas, il suffit de tirer une coupe et puis ça sort. Et puis on a quelques groupes de personnes qui s'occupent de ça dans la société. À tous ceux qui ont des snacks de faire comme nous, essayez de respecter la loi gabonaise. Outre l'interdiction aux mineurs d'accéder aux boîtes de nuit, cette mesure est bel et bien appliquée. Le week-end à Libreville, certains riverains se rendent dans des pizzerias en famille, entre amis, pour s'offrir cette spécialité italienne faite de pâtes salées. D'autres gourmets préfèrent la pizza à base de légumes locaux. Découvrons tout cela avec Andy Tungi. La pizza, spécialité culinaire italienne prisée par bon nombre de Gabonais. À Libreville, une fois le week-end arrivé, les consommateurs n'hésitent pas d'acheter. Entre fabrication occidentale, il y a une pizza faite maison, la dénommée folle aux crevettes. C'est une, on va dire quoi, un supplément, faire rien que de légumes, à ajouter encore le zèle, on a l'aubergine, on a la tomate, on a le folon. En tout cas, ce sont des légumes de fait maison quoi, locaux, on va dire ça comme ça. La pizza composée à partir des légumes locaux a sans doute un goût particulier. Célestine, consommatrice, l'a pas démenti. Ça fait original, avoir des légumes dans la pizza et c'est léger. Déjà, les légumes, c'est bien pour le transit intestinal. Donc, avoir une pizza avec des légumes, c'est intéressant. Je les invite à y goûter. Hein. C'est bien, les légumes c'est bien. Oui, j'ai trouvé mon compte. La Corleone, l'Avogène, l'Estuaire, autant de pizzas qui suscitent l'appétit des consommateurs. L'actualité en Afrique, c'est d'abord au Mali, où la campagne pour les élections municipales du 20 novembre a débuté vendredi 4 novembre dans la morosité sur fond d'incertitude quant à la possibilité de tenir le scrutin dans tout le pays en proie à une instabilité persistante. Le récit de Gaël Mapessi.
Dans la capitale Bamako, aucune affiche n'était visible sur les principales artères pour ce premier scrutin depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013. Plus de 7,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les quelques 12 000 conseillers municipaux des 703 communes du pays. Il fallait quand même organiser. Le gouvernement a été un peu plus clair là-dessus. Partout où on ne peut pas organiser les élections, d'après l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, il faut mettre en place les autorités intérimaires. Donc il n'y a aucun problème. Ce scrutin qui aurait dû avoir lieu en 2014, constamment repoussé en raison de l'instabilité, ne devrait pas se tenir dans 5 régions administratives du Nord, où seront prochainement mises en place les autorités intermédiaires en vertu de l'accord de paix signé en mai-juin 2015. C'était une décision assez courageuse vu le contexte de sécurité et politique du pays, que le gouvernement ait accepté de convoquer ces élections. Ce sont des enjeux qui sont importants, alors même qu'ils impliquent tout le processus de paix qui est en cours. Le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mahmat Haleh, a été reçu jeudi soir par le président Keïta, tandis que le Conseil de sécurité exhortait les signataires de l'accord de prendre de toute urgence des mesures concrètes pour son application. Le Conseil constitutionnel ivoirien a validé vendredi la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Jamila Bengman pour le récit. Le projet de constitution est adopté par 93,42 des voix contre 6,58% et devient la constitution de la République de Côte d'Ivoire, selon le texte lu par Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, et qui n'a donc pas modifié les résultats annoncés par la Commission électorale indépendante. Article 1er. Les réclamations des partis politiques sont rejetés. Article 2. Le scrutin du référendum du 30 octobre 2016 est régulier. Article 3. Le projet de constitution est adopté par 93,42% des voix contre 6,58% et devient la constitution de la République de Côte d'Ivoire. L'opposition qui avait choisi de boycotter le scrutin avait dénoncé une fraude massive et des résultats truqués. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa 3e république dès la promulgation du texte par le président. Cela devrait se faire rapidement, avait affirmé jeudi le porte-parole du gouvernement Bruno Koné. Selon le pouvoir, la nouvelle constitution doit permettre de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire, notamment en évacuant le concept d'ivoirité et en clarifiant des conditions d'éligibilité du président. Le projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président qui alimente les fantasmes. En outre, ce texte crée un Sénat institutionnalisé, la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. L'opposition qui juge le texte rétrograde et monarchique a rappelé à maintes reprises qu'elle n'avait pas été consultée et accuse le pouvoir de clientélisme et d'organiser la succession d'Alassane Ouattara. L'actualité dans le monde, c'est aussi se souvenir. Le 14 novembre 2015, la France se réveille sonnée. Pour la première fois, le pays a été frappé par des attentats simultanés. Transport, spectacles, restaurants. Outre le sentiment de n'être en sécurité nulle part, une certaine insouciance a disparu chez les Français. Reportage. 14 novembre 2015, lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis. Les lieux les plus emblématiques de la capitale ont fermé. Les rues se sont vidées, policiers et militaires se sont déployés en force. La France est sous le choc. Un an plus tard, et alors que d'autres attentats ont encore frappé le pays, une majorité de Français voudrait ne pas modifier ses habitudes, mais la tâche est parfois difficile. On est plus méfiant, on est plus regardant. Moi, par exemple, je faisais jamais attention ou peu attention à une femme voilée qui passait à côté de moi. Vous allez dans un café, vous allez, plus peut-être les concerts, les matchs de foot, les gros rassemblements, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Je déguste chaque seconde et puis je partage énormément de moments avec mon entourage pour ne pas en perdre une miette. Avec la tuerie du Bataclan, le monde du spectacle a particulièrement souffert. Moins 80% de ventes de billetterie dans les 15 jours qui ont suivi le drame. Le recours massif aux vigiles a certes permis de rassurer les spectateurs,
mais le mode de fréquentation des Français a évolué. Ils ont plutôt cette envie d'aller voir principalement des têtes d'affiche. Et là, dans le baromètre du live, on a eu une baisse assez sensible sur les artistes en développement, dans les petites salles de spectacle, où là, on a eu moins 9%. Autre secteur où les Français ont parfois préféré modifier leurs habitudes, la restauration. La profession n'hésite pas à dire que les terrasses et les restaurants ont été vidangés de leur clientèle. Selon elle, la fréquentation était encore en baisse cet été de 6% sur la France et de 11% à Paris. Les banlieusards sont restés dans leur banlieue, ont redécouvert, bon, tant mieux pour nos amis, nos confrères restaurateurs de banlieue, mais ont redécouvert leur banlieue avec des restaurants qui ont de très bonnes prestations et puis des programmations cinématographiques et théâtrales qui sont très bien. Et donc les banlieusards sont restés dans leur banlieue. D'autre part, les gens de bureau et aussi les Parisiens se font livrer beaucoup de plateaux. Rester davantage chez soi ou, si l'on sort, croiser un peu partout les patrouilles Vigipirates, se plier davantage aux contrôles de sécurité en tout genre, subir les alertes pour colis suspects et même voir ses enfants entraînés à l'intrusion de terroristes. Autant d'éléments inédits et anxiogènes, et pourtant pour cet observateur de la consommation, ce climat post-attentat n'aurait pas tellement affecté les Français. Quand on regarde les chiffres d'indice d'optimisme des Français mesurés par l'INSEE, donc des choses assez robustes, ces chiffres n'ont pas été impactés par le climat d'insécurité et les Français sont toujours au fond, malgré ce climat d'insécurité, dans un sentiment de sortie de crise et ils retrouvent le goût de consommer, et notamment le goût de consommer des biens durables. Devant ces indices contradictoires, difficile de dire si le comportement des Français a réellement changé ou bien si la volonté de rester debout a pris le dessus. Peut-être peut-on dire simplement qu'une part d'insouciance a disparu. Restons en France pour parler de la maison de Raymond DeVos qui devient un musée. Les mots sont comme des clés, ils ouvrent des portes interdites, pensait Raymond DeVos. À partir de lundi, c'est sa maison de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, devenue musée, qui ouvre grand ses portes pour dévoiler l'univers intime de ce poète humoriste disparu il y a 10 ans. Reportage. Une élégante bâtisse blanche au cœur de la vallée de Chevreuse, en lointaine banlieue parisienne. C'est ici que Raymond DeVos passa les 40 dernières années de sa vie. Mort il y a tout juste 10 ans et sans descendant, l'artiste avait souhaité que sa demeure devienne un lieu où se perpétue son œuvre. C'était son havre de paix. Je pense sa respiration et aussi son lieu de création. Parce qu'il prenait des idées en se promenant dans ses voyages, mais ensuite il travaillait ses idées, il essayait de les exploiter en étant ici. Donc dans le bureau est une création plus récente, mais surtout dans son petit musée. Le petit musée, il faut aller le chercher tout en haut de la maison. Une grande pièce Capharnaüm où s'étale le cabinet de curiosité de Raymond DeVos. Train électrique, masque, monocycle et même le petit tracteur rouge sur lequel l'humoriste aimait se jucher pour entrer sur scène. Sans oublier l'univers parfois surprenant de la musique. Son pianiste qui l'a accompagné pendant 18 ans se souvient qu'il pratiquait plus d'une dizaine d'instruments. L'harpe, c'est pas évident à jouer. Il a appris l'harpe. Quand il racontait, quand il allait prendre des cours à Paris, il était au milieu de... C'était des petites filles, forcément. C'était pas un truc d'homme. Il était carrément avant-gardiste, hein, parce que maintenant, on voit des hommes qui jouent de la harpe. Et lui, juste pour un sketch, il travaillait ça. Un travailleur acharné et souvent angoissé, c'est ainsi que le décrivaient ses amis, au premier rang desquels Georges Brassens, Raymond Moretti ou les frères Taloche, des amis qu'il recevait ici, chez lui. Quand vous veniez le voir dans cette maison, à l'heure du déjeuner, à n'importe quel moment, il démarrait sur un sketch et vous ne saviez plus si c'était du lard ou du cochon. Et il était très attentif à vos réactions et il faisait ça avec tout le monde. Donc en fait, il travaillait tout le temps. Il disait... J'ai fait ma vie en faisant des heures supplémentaires. Alors on me dit, mais monsieur, représenter la France en faisant des grimaces, c'est facile. Non, c'est pas facile. Avant, c'était facile, parce que la France avait un profil de médaille. Artiste protéiforme, Raymond DeVos considérait l'humour comme un art d'excellence. 10 ans après avoir tiré sa révérence, les jeux d'esprit de ce magicien des mots peuvent continuer de faire rire dans une maison devenue musée.
Lancer des satellites ou organiser un mariage dans l'espace, tel est le défi qu'une compagnie espagnole promet de relever avec des ballons gonflés à l'hélium. Gaël Mapessi. Un tel voyage aux confins de l'espace peut devenir possible dans 2 ans auprès de 110 000 €, a assuré vendredi José López Urdiles, PDG et fondateur de 02 Infinity, basé à Barcelone. La première étape sera de lancer des satellites depuis des ballons. Puis nous enverrons des professionnels, des scientifiques, des astronautes sur ces ballons. Nous sommes très excités. Le CCG et le Moyen-Orient ont un énorme potentiel pour cela. 16 mois après l'accident du Virgin Galactic, société de tourisme spatial du milliardaire britannique Richard Branson, qui avait coûté la vie au pilote et grièvement blessé le copilote, pour M. Lopez, le risque est réduit avec les ballons. These balloons are very safe. They use just helium, which is a noble gas. Ces ballons sont très sûrs. Ce n'est que de l'hélium, qui est un gaz noble. Ils sont peu chers, c'est compliqué à lancer, mais c'est pourquoi nous sommes là. Ils peuvent aller jusqu'à 40 km et y rester pour très longtemps. C'est certainement quelque chose de bien moins risqué que s'attacher ou d'attacher un satellite à une roquette lancée au sol. Fondé il y a 7 ans, 02 Infinity a déjà à son actif une trentaine de vols d'essai, menés par des prototypes. La page des sports à présent avec le Philippin Manny Pacquiao qui s'est présenté vendredi comme l'outsider de son premier combat depuis 7 mois samedi à Las Vegas face à l'Américain Jesse Vargas, champion WBO des Welters. Le récit de Gaël Mapessi. À 37 ans, Pacquiao fait son retour sur les rings alors qu'il avait pris sa retraite en avril dernier après sa victoire contre l'Américain Timothy Bradley, sa 58e de sa carrière pour 6 défaites et 2 nuls. C'est un honneur de défier un champion. C'est un champion. On ne peut pas dire tenant du titre. Il a raison. Il est champion. Il défend sa ceinture. Je respecte ça. Et je suis un outsider. Donc le meilleur gagne samedi. À 27 ans, son adversaire ne fait aucun complexe alors qu'il affiche son palmarès 27 victoires, dont 10 avant la limite et 1 défaite. C'est le moment parfait. Ça fait longtemps que j'attends ce combat. Pourquoi? Parce que Manny est connu pour avoir été le meilleur. Et si tu veux qu'on te voie comme le meilleur, il faut battre le meilleur. C'est pour ça que je voulais ce combat. Je respecte Manny en tant qu'homme et en tant que boxeur. Et je suis sûr qu'il fera un grand sénateur. Pacquiao, seul boxeur de l'histoire à avoir détenu des titres mondiaux majeurs dans 8 catégories différentes, a déjà été champion WBO des Welter en 2010, titre qu'il a perdu en 2012 contre Bradley, avant de le récupérer face à l'Américain 2 ans plus tard. Le rappel des titres, avant de nous quitter, nous avons eu en bonne place, Madame, Monsieur, dans cette grande édition d'information, Ali Bongo Ondimba qui a procédé à une visite de terrain dans la commune d'Akanda au nord de Libreville touchée par les inondations. Les administrations concernées sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux sinistrés. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution qui révise l'organisation du pouvoir et met fin à la question de l'ivoirité. Nous avons eu aussi de la boxe avec le retour de Philippin Manny Pacquiao qui s'est présenté vendredi comme l'outsider de son premier combat depuis 7 mois samedi à Las Vegas au Nevada face à l'Américain Jesse Vargas, champion WBO. Voilà pour ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de nous rester fidèles. L'information reste en continu sur Gabon 24.